C'est difficile à dire ce que j'aimerais bien vous dire. Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire, alors écoutez-moi. Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Faut prendre le temps de prendre son temps. Les animés japonais ainsi que les mangas ont le vent en poupe. Phénomène de mode ou réel talent artistique. De nombreux débats ont eu lieu. S'il y a quelques années, certaines revues de cinéma ne se gênaient pas pour les descendre en flèche, voilà que maintenant on leur accorde beaucoup de considération. Que s'est-il passé ? Un phénomène peut-être fort éloigné en apparence, y est peut-être pour une grande part l'éloge de la différence à tout prix. Avec le recul, on peut être étonné de lire autant d'éloges sur ces films ou de les voir classés comme des œuvres d'envergure. Une partie de l'Occident fait preuve d'une étrange passion et, disons-le, d'un certain dégoût vis-à-vis d'elle-même. Dans ce processus, on a l'impression que tout ce qui n'est pas occidental ne peut pas être réellement critiqué, sous peine de ne pas accepter les différences. Si l'on veut comprendre ce dégoût, nous devons entrer sommairement dans les rapports ambigus de l'Occident avec le reste du monde. Cette attitude vient sans doute, en grande partie, de son passé, notamment sa politique coloniale. De ce passé, on ne garde le plus souvent que cet aspect négatif. L'Occident serait quasiment le mal absolu et les autres continents seraient nettement plus acceptables. Une sorte de bouc émissaire inversé. Il est bon de rappeler que le colonialisme est un fait humain avant tout, universel, plutôt que propre à un pays ou à une culture. Car si l'Occident a commis des crimes, qui le nie maintenant à part les fanatiques, elle les a aussi dénoncés en son propre sein. Les idées démocratiques, la pensée critique, ce projet de liberté, d'autonomie individuelle et collective, nous viennent en grande partie de la philosophie des Lumières, et plus largement de l'Occident. Ceux qui s'en prennent uniquement à l'Occident sombrent tout bêtement dans une auto-flagellation bien malvenue à vrai dire, car ils oublient que c'est leur propre civilisation qui a initié cet esprit critique, dont ils se servent maintenant si aisément. En regard de cette histoire complexe, d'où est issue principalement cette auto-culpabilisation permanente, on a l'impression que l'Occident doit accepter son broncher et refuser de juger toute œuvre, pour en rester au domaine artistique, venant d'autres continents. Et si cela a lieu, on sort l'argument relativiste, culture différente, pour rendre une œuvre en quelque sorte intouchable. Les chevaliers du zodiaque, contre les forces démoniaques, gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Il faut dire que quand on a vu des films pendant notre enfance, ils se cristallisent dans notre mémoire et deviennent sacrés au point que l'on devient intolérant si d'autres personnes n'aiment pas ce que nous avons aimé. C'est l'industrie de l'éloge, qui n'est qu'un culte de soi. Normalement, on devient adulte et un regard plus lucide devient nécessaire sans renier ce qu'on a aimé, étant donné que nous l'avons vu avec des yeux d'enfant. On peut aimer par exemple le voyage fantastique de Richard Fleischer, que l'on peut voir et revoir, avec les yeux embués par l'âge immature, tout en admettant qu'il ne s'agit pas d'un bon film. Les turiféraires n'aiment pas qu'on remette en question leur fétichisation adolescente, alors que le débat ne concerne que le plan esthétique de ces films. Même symptôme pour les jeux vidéo, preuve patente d'un manque
d'arguments. Ils se rabattent sur le fait que le critique est ethnocentré, sans jamais remettre en cause leurs propres intentions, processus aberrant que l'on peut étendre à n'importe quelle œuvre, ou encore qu'il faille connaître les codes du genre, signifiant ainsi qu'il n'y a que ceux qui les connaissent pour les apprécier à l'arrivée. Les autres sont forcément ignorants, incapables de juger ces mêmes codes, dès lors enfermés en eux-mêmes, et forcément dignes d'admiration. Aucune distinction n'est dès lors possible. En fait, ne doit demeurer que l'adulation, sinon l'autre est insultant ou méprisant, signe d'un égocentrisme carabiné. Caractéristique de cette sous-culture de masse bercée par l'enfance pour ce type de produit exotique. L'attaque même de racisme ne tarde pas à surgir à défaut de mettre en valeur les éléments esthétiques. C'est dire que le manque de culture ou l'ignorance a été grandissante tout au long de ces années. Pourtant, les œuvres ne se valent pas, surtout si l'on ajoute que le jugement de goût n'est nullement égalitaire ou démocratique, mais hiérarchique. Ce phénomène de victimisation s'est étendu peu à peu à tout ce qui, à un moment, a été considéré comme mineur, ou ce qu'on a appelé contre-culture, bande dessinée, série B ou Z, etc. Phénomène qui a été de pair avec les mouvements de contestation politique. Il n'est guère étonnant aujourd'hui que ce soit la culture, comme on l'appelait autrefois, qui se trouve en marge, notamment dans le cinéma. On sera moins étonné de voir que l'augmentation du pouvoir d'achat des jeunes, ceux-ci devenant une cible aisée, a créé une hyperconsommation au point qu'une idéologie jeuniste ait pu éclore et faire tache d'huile à différents niveaux de la société. Ou faut-il inverser l'ordre ? Qu'en serait-il si la France n'était pas l'un des plus grands importateurs de ces mangas, et si ceux-ci n'avaient pas versé les millions de bambins de la génération actuelle ou de l'ancienne, qui ont été abreuvés de séries comme Goldorak, Ken le Survivant. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Par le Club Dorothée, au point de créer une adhésion de masse qui n'est en aucune façon une pertinence en matière artistique. Plus étonnant, ces mêmes adulateurs ne citent pas ou très peu les grandes œuvres de la littérature japonaise, comme Yasunari Kawabata, Le Dit du Ganji de Murasaki Shikubo, Junichiro Tanizaki, Kenzaburo Oe, ou des cinéastes comme Yasuhiro Ozu ou Hiroshi Teshigahara. Apparue dans les années 50, la production de manga est industrielle, à faible coût. L'accent est mis sur les personnages plutôt que sur le décor, l'inverse de la perspective héritée de la Renaissance, par exemple sur les gros plans. En grossissant exagérément les émotions et l'expressivité des personnages avec un graphisme pauvre et grossier. Bien souvent, et finalement, rien d'étonnant à cela, Walt Disney est pris pour cible. Dénoncé comme naïf, dominateur et abétissant, à juste titre, pour réévaluer à la hausse ce genre d'animé exotique. Bref, toutes ces choses étroitement imbriquées et interagissant entre elles, auxquelles viennent se surrajouter une mode pour les pays asiatiques, font que ce style d'animé ou de bande dessinée est encensé. Peu importe, ici, les distinctions entre manga, animé et film d'animation. L'important étant de circonscrire l'esthétique véhiculée précise, avec ces personnages peints, occidentalisés, aux grands yeux, au visage lisse, dont le grand public est abreuvé, mettant de côté tout le reste de la production. Prenons l'exemple de Princesse Mononoke qui ne peut pas être suspecté d'être le pire film qui soit dans le domaine, puisqu'il est vu comme un des meilleurs de son auteur, et comme l'un des fleurons du film d'animation nippone. Il fut un grand succès et récolta des critiques enthousiastes à travers le monde. Comme dans chaque chose, on peut trouver du bon et du moins bon. Hélas, comme on va le voir, on reste tout de même en deçà d'une réelle inventivité. Originellement, ce type particulier de film d'animation est, pour la plupart du moins, destiné aux enfants ou aux jeunes adolescents. Miyazaki le confirme dans un entretien et déclare « Mis à part Porco Rosso, tous mes films ont été réalisés à l'origine pour les enfants. Il y a plein d'autres personnes qui sont capables de faire des films pour adultes. Je les leur laisse pour me concentrer sur les enfants. » En fait, la critique devrait s'arrêter là pour cette même raison.
Si on tente d'évaluer ce film en dehors de son audience originelle pour le porter comme un chef-d'œuvre ou un film profond, les ennuis commencent. Il y a là un problème majeur, car si l'on dit que ce film s'adresse aux enfants, on ne peut être que foncièrement d'accord. Mais dans ce cas, il n'y a plus grand-chose à en dire, sauf que nos chères têtes blondes devraient aussi s'abreuver à des choses plus complexes. Il est notable que Miyazaki tente de donner un certain souffle spirituel à toute cette histoire, mais sans y parvenir. Le film n'arrive jamais, même si cela était son but, à mêler adroitement spectacle pour enfants et adultes. Dès le début de Princesse Mononoke, on nous dit « C'était il y a bien longtemps dans une contrée lointaine, jadis recouverte de forêts ». L'histoire se déroule dans le Japon médiéval, ère Muromachi. Après cette introduction apparaît une grosse masse de verre qui saccage tout sur son passage. En fait, un sanglier, Nago, devenu un démon. Cette attaque pose le problème emblématique de tout le film et de toute la morale naïve qu'on peut en tirer, car ce sanglier n'est pas devenu fou par hasard. On est franchement déçu dans la manière dont l'action est menée. Au niveau des détails, on se demande comment le prince Ashikata et le vieil homme, surnommé l'Ancien, peuvent-ils tomber d'une grande tour dans les arbres et en ressortir intacts. La menace semble aussi terrifiante que les personnages s'en sortent tous indemnes, sans arrêt, tout du long. Certains diront qu'il s'agit d'un film d'aventure. Mais dans ceci, on ne prend rien au sérieux quand de tels événements arrivent au héros. Devant un tel démon, personne n'a l'idée de lui tirer dessus et c'est le prince, le héros, qui le fera. 2 bonnes flèches suffiront seulement. Il a une force phénoménale, une agilité extraordinaire et rien ne peut lui arriver. Nous n'avons jamais peur pour lui. L'animation en général du film est assez moyenne, acceptable, sans atteindre tout de même l'immobilisme de certaines séquences de films comme Ghost in the Shell de Mamoru Oshii. Celle par exemple des vers frise le ridicule, notamment quand ceux-ci s'envolent dans les airs avant de retomber. Et celle des principaux personnages et des animaux est assez statique pour un film où il y a beaucoup de mouvements. La fluidité est plus qu'inégale. Et le graphisme n'a guère de caractérisation particulière en ce qui les concerne. Les mouvements des lèvres sont approximatifs. Et l'on retrouve souvent ce phénomène irritant où la bouche s'anime pendant que le corps reste totalement figé.
Écartons l'explication aisée qui est de dire que le style est différent, non occidental, pour justifier celui-ci, d'autant que nous sommes tout de même dans un film d'animation. Il faut être cohérent dans sa démarche. Králík. Si Jan Švankmajer, le réalisateur surréaliste tchèque, anime objets et personnages, il n'est pas en revanche assujetti à retranscrire les mouvements avec une grande précision, du fait qu'il joue ouvertement de l'irréalisme. Il en est de même d'autres films comme South Park de Trey Parker, dont le graphisme volontairement grossier ne peut nullement renvoyer à un quelconque naturalisme. Ici, les personnages de Miyazaki ont des traits et des caractéristiques proches des humains normaux. On s'attend à ce que leurs faits et gestes soient proches d'un certain naturel. Plus grave, pourquoi singer et copier le réalisme que n'importe quel film de fiction réussit facilement? Et de fait, ce réalisme se retrouve défaillant dans ce film d'animation entre volonté de singer le réalisme habituel et l'incapacité de l'accomplir. En bref, le style du film restera, à vrai dire, sans surprise, typique des animés japonais devenus à la mode aujourd'hui. Rien de bien excitant et de bien original dans tout cela. Le film est gouverné par une imagerie manichéiste qu'il va dérouler pendant plus de 2 heures. Rêve idyllique de paix entre les animaux et les hommes. Séparation du monde entre Dieu et démons. Bon d'un côté et méchant de l'autre. Rivalité clanique, stéréotypée et jamais approfondie. Les personnages principaux sont envisagés d'une façon simpliste et selon une formule vue des dizaines de fois. Tout d'abord, le super-héros sympathique, nanti d'une grande puissance, le prince Ashikata. C'est un personnage stable, beau, brave, sans peur. Blessé au début du film par le sanglier démon, il doit affronter un sombre destin. La blessure, une tâche extérieure à lui et non interne, va se répandre sur son corps jusqu'à pénétrer à l'intérieur de celui-ci et faire mourir le prince en d'effroyables souffrances. Le chaman a trouvé dans le corps du sanglier une roche en fer qui l'a rendu fou et a transformé ce dernier en un démon, un tatarigami. Nanti de ce terrible destin, le prince doit aller vers l'ouest pour tenter de vaincre la malédiction qui pèse sur son pays et sauver peut-être sa propre vie. Il doit aussi porter sur le monde un regard sans haine. Son mal se nourrit de sa colère et des autres sentiments néfastes. S'il prend parti, son mal grandira et il mourra plus vite. Il a une vision pacifique, utopique, et pense que tout le monde peut vivre en paix. Le destin exceptionnel du prince arrive au bon moment pour changer le cours des choses. On reconnaît là des éléments classiques. Un maléfice oblige le héros à affronter son destin en même temps qu'il est chargé d'une mission, sauver les habitants de son village. Étrangement, on ne les reverra plus. Singulière omission, même si le prince est banni. Notre héros est chargé de signes contradictoires. D'un côté, c'est un humain, et le mal qu'il ronge est symbolique de la tâche qui frappe tous les hommes. Son bras s'agite à la limite du risible à chaque fois qu'il ressent de la haine et de la colère, ou qu'il est obligé de tuer 1 ou 2 personnes. De l'autre côté, il se démarque par sa force surhumaine. En tirant des flèches, il peut décapiter un homme et couper le bras à un autre. Et son exceptionnelle destinée. Sur le chemin, Ashikata sauve Jiko au détour d'une bataille de la guerre civile. Un moine vagabond, qui le conseille de se rendre dans la forêt où vivent les esprits animaux gigantesques et doués de parole. Il découvre 2 hommes originaires du village des Forges, dirigés par Dame Eboshi, blessés lors d'une attaque menée par la déesse Louve Moro, elle-même blessée par Dame Eboshi.
Ashikata aperçoit peu après la princesse Mononoke, une humaine élevée par Moro. Il ramène les deux hommes jusqu'au village des Forges et est accueilli par la population. Si le prince est un messager de paix, chargé de réconcilier hommes et animaux, le problème est que son message est aussi simpliste que bref. Le voit-on discuter avec Dame Eboshi. Il ne fait que s'opposer à elle. Tente-t-il de négocier et d'argumenter en faisant valoir le point de vue de chacun. Enfin, tous les éléments qui manquent dans le film auraient été des choses qu'il aurait pu faire valoir dans son discours envers les uns et les autres. Là, notre héros avait une plus grande valeur. S'il subit une malédiction, cette tâche lui a été occasionnée par le sanglier devenu fou. Et si ce sanglier est devenu fou, ce n'est pas parce que les animaux sont foncièrement cruels, c'est parce qu'il a reçu une pierre de fer tirée par Dame Eboshi. La princesse Mononoke est la sauvageonne de service, ayant été élevée par une louve blanche, Moro, suite à son abandon par ses parents. Elle est du côté de la nature et des animaux, et se révolte contre la méchanceté des hommes. Vieux refrain. Elle est la gentille et belle rebelle dont on épouse la cause les yeux fermés, et elle parle aux animaux. Son objectif est de tuer Dame Eboshi, maîtresse des forges, pour que la forêt renaisse et que les animaux ne soient plus menacés. Elle se retrouve dans un dilemme classique, entre son devoir de protéger la forêt et son amour pour Ashikata qui appartient à la race des humains. Mais la sauvageonne ne l'est pas tant que cela, comme on pouvait s'y attendre. C'est une sauvageonne au cœur tendre, comme il se doit, et se refuse à l'admettre. Par le fait de son humanité et de son animalité, elle est en tout point l'opposé parfaite de Dame Eboshi, mais aussi la figure complémentaire du prince Ashikata. La princesse étant du côté de la nature et des animaux, donc un peu sauvage et revancharde, et le prince étant un humain, la tâche, quoi, mais avec une mission pacificatrice. Détail énorme, elle ignore faire partie du monde humain alors que tout de même, elle n'a qu'à regarder autour d'elle pour se rendre compte qu'elle ne peut pas être du monde animal. On s'attend donc à la rencontre entre le prince et la princesse Mononoke. Pendant la nuit, cette dernière pénètre dans le village pour tuer Dame Eboshi, mais Ashitaka s'interpose entre elles et les assomme. Il quitte le village en emportant la princesse, mais est touché par un tir d'arme à feu en partant. Après l'avoir déposé sur l'île de l'étang, de l'esprit de la forêt, le dieu cerf soigne la blessure du garçon. À un moment, blessé, le prince ne peut plus se nourrir, et Mononoke lui prémâche de la nourriture avant de la lui donner par la bouche. Miyazaki ne se doute même pas de l'ambiguïté qu'il pouvait tirer d'une telle scène. De l'autre côté de la balance, on a Dame Eboshi, l'antithèse parfaite de Mononoke. Elle a fui sa condition et a fondé une communauté dans une région abandonnée en recueillant tous les reclus. Après avoir vaincu le dieu sanglier Nago, elle permet à son village de gagner en puissance et de déboiser la forêt sur des terres incultes et sauvages, avant qu'un seigneur, Asano, ne s'y intéresse. Elle veut annihiler l'esprit de la forêt et croit que quand les anciens dieux auront disparu, les monstres redeviendront ce qu'ils étaient, de simples animaux.
Son ambition est de raser la forêt, elle a besoin de couper les arbres pour pouvoir accéder aux minerais de fer et de tuer les loups pour garder son indépendance. Elle n'hésite pas à tirer sur des orangs-outans qui, la nuit, replantent des arbres afin que la forêt recouvre la montagne. Il faut dire que cette femme fait fabriquer des armes. C'est une guerrière raffinée et sophistiquée, maîtrisant le fer et le feu. Hélas, le personnage est peu nuancé. Pour renverser la vapeur, on nous montre qu'elle soigne les lépreux ou s'occupe de prostituées par exemple, parce qu'elle est une femme elle-même. En fait, elle n'a de soucis qu'envers son propre clan. N'oublions pas que la rivalité de base du film s'opère aussi entre hommes, animaux et nature. Elle ne ménage que ses intérêts, surtout quand ceux-ci peuvent s'opérer en détruisant animaux et forêts, ce qui est par définition de l'égoïsme pur. Si elle rase la forêt, c'est pour garantir l'intégrité de sa communauté et obtenir de l'argent, même si cela inclut le pillage des montagnes aux alentours. En d'autres termes, ce n'est pas parce que Dame Eboshi est bonne avec son clan que cela la rend humaine, car c'est précisément son clan. Il aurait été plus intéressant qu'elle doute, ne serait-ce qu'à un moment, sur ses propres actions. Car quand on dit humain, c'est qu'on est capable de compassion, de culpabilité, et non seulement envers son clan. Étrangement, dans son clan, personne ne rivalise avec elle. Tout le monde lui obéit. Pas de jalousie, de complot, de tentative pour renverser son pouvoir. Bref, on a bien du mal à croire qu'Eboshi soit dénué de tout doute quant à ses propres actions. Et qu'en plus, pour faire jouer le non-manichéisme de son personnage, on lui accole un alibi grossier, genre Mère Teresa. Fait-elle aussi des dons à la Croix-Rouge. Miyazaki va plus loin dans un autre entretien sur ce personnage. Elle n'hésiterait pas à tuer, à se sacrifier, voire à se sacrifier elle-même. Je pense qu'elle est ce genre de personne, et cela correspond d'une certaine manière aux grandes expériences menées par l'humanité au cours du XXe siècle, ou à ce qu'a fait le socialisme, et pas le capitalisme. Par ailleurs, le féminisme de bazar qui rôde est assez ridicule. Encore plus de voir des gamines forgeronnes manier ces mêmes armes avec une frivolité à toute épreuve ou de travailler à des métiers difficiles pour égaler les hommes. On aura beau dire que la femme tient un rôle fort, ce n'est qu'un rôle copié sur l'homme, destructeur de la nature. Y a-t-il même à être fier de voir des gamines tenir des armes à feu? Comme dit plus haut, c'est Dame Eboshi qui a tiré la balle dans le sanglier, preuve que les humains sont responsables de tout. Il aurait été plus intéressant, par exemple, qu'on apprenne que Dame Eboshi n'avait rien fait de tout cela, ce qui montrait que les animaux avaient un côté négatif. Toutes les situations s'emboîtent avec une grande prévisibilité. Bref, les trois personnages principaux sont dessinés avec un grand schématisme quand on constate leurs traits de visage, ont tous le même côté poupin et lisse que l'on a l'habitude de voir depuis des années. Il ne faut guère s'étonner alors si leur caractérisation est aussi simpliste que leur morale adolescente. Il y a une scène fort comique à cet égard. La princesse Mononoke pointe la lame de son épée contre la gorge du prince, blessé à moitié inconscient, et celui-ci peut tout de même lui dire « La princesse recule, mi-épouvantée, mi-séduite. Une petite musiquette s'élève. » Le film, nonobstant, tente de tirer son épingle du jeu en inscrivant toute cette histoire de rivalité dans une vision spiritualiste de la nature. Les scènes les plus intéressantes, mais hélas brèves, sont celles précisément où il n'y a pas de personnages humains ou d'animaux en jeu. Par exemple, les sylvains qui guident le prince à travers la forêt, ou encore le dieu cerf, l'esprit de la forêt, qui se métamorphose à l'arrivée du soleil, dieu de la vie et de la mort. Il ne craint aucun démon. Il a l'apparence d'un cerf pourvu d'une épaisse fourrure et un masque rouge qui change de couleur en fonction de ce qui lui arrive ou de ce qu'il ressent. Dès l'arrivée du crépuscule, il change d'apparence, le rôdeur nocturne. C'est au moment de sa métamorphose qu'il est vulnérable, lorsqu'il est entre l'ombre et la lumière.
avec quelques beaux plans sur le paysage, c'est bien peu à l'arrivée au bout de 2 heures. S'il n'est pas douteux que notre niche écologique soit en péril aujourd'hui, la manière dont le film envisage ce problème est simpliste. Miyazaki prend nettement parti pour la nature, en pourfendant la cruauté de l'homme et de la civilisation. Il n'imagine pas 2 secondes que la nature et les animaux soient cruels. Il montre que les hommes et les femmes guerroient, au point de saccager la forêt et l'espace vital des animaux, et que cela a des conséquences concrètes et néfastes. L'homme a la tâche. Symbole on ne peut plus clair. S'il voulait montrer que la nature et les animaux sont aussi cruels que les hommes, il les aurait montrés sans que les humains interviennent le moins du monde dans leurs affaires. Par exemple, il aurait mis en scène une séquence où les animaux sont impitoyables dans la lutte pour la survie, et que chacun est un prédateur pour l'autre, et ne s'embarrasse pas beaucoup avec la morale. Même si le prince vient se poser en médiateur et s'opposer à la revanche des animaux, ce sont bien les humains qui sont cause de tout. Ce n'est pas la rébellion des animaux qui nuancera le tableau, car comme ils le disent eux-mêmes, et montrés comme réalité objective, ils n'ont plus comme dernière alternative que de s'attaquer aux humains. Ils ne se révoltent pas contre les humains qui n'ont rien fait, mais parce que ceux-ci vont détruire la forêt. On appelle cela arriver à cette situation de la résistance. Quand les animaux se disputent entre eux, c'est encore à cause des humains. Rappelons que c'est Dame Eboshi qui ouvre les hostilités. C'est une guerrière et elle ne compte pas s'arrêter là, d'autant qu'elle a des moyens plus sophistiqués que les animaux et veut exploiter le minerai de fer pour fabriquer des armes. L'empereur lui en demande la moitié. L'auteur tente de souligner la sauvagerie de la civilisation qui opère des changements et des destructions majeures dans l'équilibre écologique. Il veut faire prendre conscience du bienfait de préserver la nature ou de mettre en garde contre le développement inconsidéré de la civilisation qui peut pousser à de dramatiques conséquences. On retrouve cette vieille dichotomie entre humain et nature, entre volonté bienfaitrice de la nature et volonté destructrice de l'homme. Dichotomie qui semble plutôt frapper au coin d'un écologisme un peu simplet, genre layette verte. L'auteur est plus nuancé dans ses entretiens, cela dit. Avec les éléments posés jusqu'ici, on devine que le film ne fait pas de miracle. On comprend vite où il veut en venir. L'affrontement entre humains et animaux. Arrivent alors les sangliers qui veulent tuer les humains pour sauver la forêt, suivis de leur seigneur et maître Okoto. Le combat a lieu, et Dame Eboshi et ses soldats exterminent les sangliers. La princesse Mononoke s'étant auparavant engagée auprès de ces derniers. Après la bataille, le prince part avec un des loups blancs à la recherche de Dame Eboshi, pour la prévenir que le village des Forges est encerclé par les samouraïs d'Asano. Ressurgit alors le bonze, maître Jiko, qui avait aidé le prince au début du film. Lui, il joue le rôle du fourbe et sa seule particularité est de rire souvent. Mais hélas, il est envisagé tout d'un bloc. Il obéit aux ordres de l'empereur qui tient à ce que l'on rapporte la tête du dieu cerf, car paraît-il, elle confère l'immortalité. Il se sert de Dame Eboshi pour que celle-ci le conduise au dieu cerf, quitte à se débarrasser d'elle une fois le travail terminé. Toute cette trame est banale et on a la furieuse impression que tout se déroule mécaniquement. La fin est un grand foutoir. Après la bataille des sangliers dirigée par Okoto, ce dernier est blessé et la princesse Mononoke l'emmène jusqu'au dieu cerf pour qu'il le guérisse. Mais le vieux sanglier commence à se transformer en démon. Des vers sortent de tout son corps, emprisonnant la princesse Mononoke au passage.
Comment la princesse Mononoke peut-elle se sortir indemne d'avoir été emprisonnée dans la gueule d'Okoto, contaminée par les vers? Certains lui sortent des mains et du visage. Alors qu'au début, Ashikata, blessé à un bras par ceci, en a ressenti d'atroces souffrances et en a reçu une terrible malédiction. Surtout que la louve Moro dit à ses enfants « On pourra toujours dire que ce sont les héros, mais il aurait été plus judicieux de ménager au moins quelques incertitudes. Là, ils s'en sortent tous avec une aisance époustouflante. Ashikata tente de délivrer celle-ci, mais n'y arrive pas. C'est la louve Moro qui y parviendra. Le dieu cerf arrive et libère Okoto de sa malédiction, le privant ainsi que Moro de la vie. Dame Eboshi le décapite par une balle. Cet acte transforme le corps du dieu cerf en une gigantesque forme visqueuse. Moro se venge et arrache un bras à Dame Eboshi. Jiko s'empare de la tête du dieu cerf et l'emporte avec ses hommes. À partir de ce moment-là, le corps du dieu cerf devient gigantesque et cherche un peu partout sa tête que maître Jiko a enfermée dans un coffre. Et le dieu cerf doit y parvenir avant que le soleil ne se lève. Sinon, il mourra et la forêt avec lui. Celle-ci étant, pendant ce temps, recouverte d'une immense lave détruisant tout sur son passage. C'est la classique course-poursuite qui s'ensuit, entre le corps du dieu qui cherche sa tête et maître Jiko qui fuit tant qu'il peut, lui-même étant poursuivi par Ashitaka et Mononoke. Ces derniers finiront par le rattraper, évidemment.
朝日おいでよ。オケを開けろ。わからんやつだな。もう手遅れだ。明日か人間に話したって無駄だ。人の手で返したい。どうなっても知らんぞ。うわ。 Évidemment encore, quand Ashitaka rend la tête au dieu cerf et que ce dernier se relève, le soleil apparaît juste au bon moment. Il était -1. 獅子神よ、首をお返しする。静まりたまえ。来よるぞ。Le dieu s'écrase de toute sa masse, provoquant un raz-de-marée gigantesque. C'est alors que montagnes, collines et vallées reverdissent. Bref, on est étourdi par les incohérences. Comment Ashitaka et Mononoke parviennent-ils à rééchapper aisément aux langues de lave? Comment arrivent-ils à s'en sortir avec autant d'aisance alors qu'un cataclysme sans précédent s'est abattu sur eux? La nature est redevenue belle, comme au premier jour de la création. La musique souligne naïvement le calme retrouvé. Comment Dame Eboshi et Maître Jiko ont-ils pu en ressortir indemnes? Tout cela est bien sûr invraisemblable. Et on a l'impression de se retrouver dans une dramaturgie hollywoodienne où les héros ressortent sans une égratignure et aussi propres qu'au sortir d'une douche. Et l'élan, qui n'est plus blessé, il avait reçu une balle d'un samouraï, a lui aussi rééchappé de tout cela par miracle. Il déniche le prince Ashikata. À ce propos, les animaux ont-ils réellement tous disparu? On n'en sait rien. Peut-être eux aussi ont-ils réussi à échapper par miracle à tout le cataclysme et possèdent-ils, comme le héros, le passeport, on s'en sort tous vivants. L'auteur ne s'attarde pas dessus. La princesse Mononoke, un peu amère tout de même, pense que l'esprit de la forêt est mort. Mais Ashitaka la rassure et nous rassure. Et la tâche d'Ashikata dans tout cela, on l'avait un peu oubliée et à partir d'un moment, elle ne le fait plus beaucoup souffrir. À la fin, Ashikata regarde sa main et la tâche a presque disparu. Heureux homme. Il aurait été plus judicieux que la tâche ne disparaisse pas, qu'elle soit encore menaçante. Ashitaka vivra dans le village des forges et Mononoke retournera dans la forêt. Miyazaki évitant de justesse l'union amoureuse de nos deux héros par un baiser final. Dame Eboshi dit que l'on va repartir à zéro et qu'ils vont tous reconstruire un bon village. On reste estomaqué au passage de voir comment l'auteur efface avec facilité la cruauté de cette femme. On ne lui demande même pas de compte et de surcroît, elle s'extasie. Avec de telles faiblesses et facilités, Princesse Mononoke reste un produit assez calibré avec une touche d'exotisme, mais on serait bien en peine d'y voir une œuvre qui dépasse l'interdiction aux plus de 15 ans.